Nous allons parler du retour vers la Lune. L'humanité va retourner sur la Lune. La femme va marcher sur la Lune. Et je trouve que cette image est pas mal appropriée pour illustrer cette volonté, puisqu'on a ici la photo du module Orion de la mission Artemis 1, qui était un test à vide, bien évidemment, de la fusée et de la capsule américaine qui va nous ramener vers notre satellite en 2022. Mais ça s'approche et avec Artemis 3, dans quelques années, on pourra à nouveau fouler le sol de la Lune. On l'espère et on va y revenir dans cette présentation, un peu sur toute cette course à la Lune et ces missions qui nous attendent, assez excitantes. Mais avant, j'aimerais revenir rapidement avec vous sur ce qu'on connaît des caractéristiques de notre satellite et aussi quelles sont les grandes questions scientifiques qui motivent aujourd'hui encore l'exploration de cet astre. Alors, on le sait, la Lune, depuis le 15e, 16e siècle à peu près, quand on la regarde à la lunette, même à l'œil nu, on voit un peu une dichotomie de terrain à sa surface avec des taches sombres, les fameuses mers lunaires, et des portions plus claires, les terres, un grand nombre de cratères dont on sait aujourd'hui qu'ils sont d'origine météoritique. Également, si on la voit assez bien, c'est qu'elle n'a pas d'atmosphère qui nous dérange. Alors, ça résulte en des situations un peu extrêmes à sa surface, puisque du coup, elle est sensible à la météo de l'espace et aux variations de température avec les cycles jour-nuit. Donc, on va en moyenne plus 120 la journée à moins 160 la nuit à la surface de la Lune. Donc, des conditions quand même un peu extrêmes, un peu plus extrêmes que sur notre planète. Avec un jour qui dure à peu près, un cycle jour-nuit qui dure à peu près 29 jours pour la Lune. Donc les robots s'habituent à 14 jours de luminosité. Quand ils vont travailler pour la journée, c'est un petit peu plus dur que sur Terre. Et puis, particularité, si on connaît bien aussi cette géographie lunaire, c'est que la Lune nous montre toujours la même face, puisqu'elle tourne sur elle-même en à peu près 27,32 jours terrestres, et elle met à peu près autant de temps à tourner autour de la Terre. Donc elle est ce qu'on appelle en rotation synchrone, et elle nous montre toujours le même côté. Donc le côté qui fait face à la Terre, c'est ce qu'on appelle la face visible, que vous voyez ici en photo. Et puis, il y a un côté qu'on voit finalement jamais depuis notre position sur Terre, c'est la face cachée. Et là, il a fallu attendre le XXe siècle et la mission Luna 3, la mission soviétique, pour avoir les premières images de cette face cachée. Donc voilà, là on voit vraiment le dos de la Lune, qui est d'ailleurs un peu différent en apparence, beaucoup moins de taches sombres, beaucoup moins de mers lunaires. En fait, les terres, on n'en a pas l'impression quand on regarde à l'œil nu, mais les terres occupent 83% de la surface de la Lune. J'aurais pu vous montrer aussi les régions polaires, qui sont dominées plutôt par ces terres lunaires. Donc finalement, les taches sombres ici, ce n'est pas le plus important. Alors je vais revenir aussi sur d'où vient la Lune. Avant les missions Apollo, il y avait 3 grandes hypothèses, à commencer par celle favorisée par George Darwin, fils d'eux, et d'autres astronomes qui pensaient que, dans des temps très anciens, la Terre était en rotation extrêmement rapide et la force centrifuge aurait pu arracher un morceau de la Terre qui proviendrait probablement du Pacifique, puisque là on a quelque chose d'un peu circulaire quand on regarde la topographie. Et donc peut-être que la Lune serait issue de la fission, la séparation d'un petit morceau de la Terre, un petit embryon qui est parti. Alors ça n'explique pas vraiment la trajectoire de la Lune en dehors du plan de l'équateur de la Terre. Elle est plus proche du plan de l'écliptique, contrairement à beaucoup de lunes dans le système solaire. Donc d'autres hypothèses avancées, c'était pourquoi pas une coaccrétion avec la Terre. Ce problème, la densité moyenne de la Lune, on est autour de 3,3, autour de 5,52 pour la Terre. Il y a beaucoup moins de fer dans la Lune. Donc ça n'explique pas vraiment la différence de composition avec la Terre. Troisième possibilité, la Lune aurait pu être un objet capturé par la Terre, qui se baladait, puis qui passait à proximité, retenu par la gravité, qui s'est mis en orbite autour de nous. Alors quand on regarde la composition isotopique des roches lunaires, on a des compositions identiques aux roches terrestres, ou quasi identiques. Donc ça n'explique vraiment pas, si c'est un objet qui s'est formé ailleurs, ce parallèle, cette similarité isotopique. Alors la réponse, elle nous est vraiment venue des échantillons ramenés par les missions Apollo.
Et ce qui est communément accepté aujourd'hui, c'est que la Lune serait le résultat d'un impact géant d'une protoplanète de la taille de Mars, qu'on appellerait Theia, qui aurait foncé dans la Terre. Alors, selon les modèles, c'est un impact qui peut être un peu plus tangent. Il existe même aujourd'hui des modèles à 2 impacts. On n'est pas encore tout à fait d'accord sur les conditions de comment ça s'est fait. La Lune n'ayant pas beaucoup de fer, la toute jeune Terre était probablement déjà différenciée, puisque il y avait déjà le noyau qui était formé. La Lune serait plutôt dérivée des manteaux supérieurs, des couches externes de la Terre, vraiment qui auraient été arrachées, envoyées en orbite, et puis qui se seraient réaccrétées pour former la Lune. Il y a encore beaucoup de problèmes sur ce modèle, notamment d'essayer de comprendre où est passé Theia, l'impacteur, puisque je vous ai dit, les roches lunaires sont quand même assez similaires aux roches de la Terre. C'est des choses qui, je pense, seront abordées jeudi dans la conférence de Sylvain Boulet et Brigitte Zanda. Alors, peu de temps après sa formation, par cet impact géant, la Lune aurait été partiellement, complètement fondue, recouverte d'un océan de magma. Et puis, se refroidissant lentement avec le temps, on a des minéraux qui cristallisent au sein de cet océan de magma, des minéraux de densité différente. Et tout ce qui est un petit peu plus lourd va avoir tendance à couler, alors que les minéraux plus légers, comme les feldspaths, les plagioclases, vont avoir tendance à s'accumuler à la surface, à flotter et à former littéralement ce qu'on appelle une croûte de flottaison anorthositique. Ça, on le sait grâce aux échantillons justement de roches qui s'appellent des anorthosites, qu'ont ramené les missions Apollo. Et donc les anorthosites, c'est des roches faites quasi exclusivement de plagioclases. Donc il a fallu trouver un moyen vraiment de faire cette ségrégation de minéraux, donc en passant par cette étape d'océan de magma. C'est un modèle qu'aujourd'hui on applique à la formation de toutes les planètes rocheuses du système solaire. Et ça nous vient de la Lune et de cet héritage Apollo. Donc la Lune s'est refroidie doucement, on a eu cette ségrégation au sein de l'océan de magma, ça s'est différencié en un noyau métallique, un manteau rocheux, une croûte anorthositique pour avoir cette structure interne telle qu'on lui connaît actuellement. Alors après la formation de cette croûte primaire anorthositique, qui sont finalement les terres claires que l'on voit à la surface de la Lune, c'est sa croûte ancienne, on a eu quand même encore de la chaleur à évacuer à l'intérieur, des zones en fusion, aussi des impacts à la surface, on le verra aussi jeudi à travers la conférence programmée dans l'après-midi. Et donc, ce volcanisme, ces zones en fusion à l'intérieur, elles ont généré du volcanisme en surface. Et de manière privilégiée, le magma a eu aussi tendance à s'évacuer aux endroits où la croûte était amincie, fracturée par les impacts. Donc c'est comme ça qu'on a formé les mers lunaires, qui sont de grands épanchements volcaniques et qui sont souvent localisés dans des dépressions un peu circulaires ici, parce qu'on est venu remplir en fait d'anciens énormes bassins d'impact. On avait des dépressions, on a le magma qui a remonté et qui a formé ces écoulements très fluides, volcanisme basaltique effusif. C'est le plus gros de l'activité volcanique sur la Lune, comme on a pu le voir dans la présentation de David Baratou dimanche. Alors tout de même, plus récemment, grâce aux dernières missions, on a aussi découvert des volcans un petit peu plus exotiques. Alors j'avais envie de les mentionner parce que ça fait des éruptions un peu plus visqueuses, ce genre de dôme, par exemple siliceux ici, sur la Lune, qu'on pourrait comparer au dôme ici observé au cœur du mont Sainte-Hélène, ou même des éruptions avec façon fontaine de lave, avec un peu plus de gaz, donc un peu plus impressionnantes. Alors là, un exemple terrestre, mais on retrouve des dépôts qui sont a priori issus de ce genre d'éruption fissurale ici, un peu plus explosive, donc des dépôts dits pyroclastiques sur la Lune. Et puis la Lune, c'est aussi et surtout un monde de régolithes. Alors comme il n'y a pas d'atmosphère, elle est bombardée en permanence par le vent solaire, par les éruptions, les rayons cosmiques, les micro-bombardements de météorites qui continuent aujourd'hui. Donc tout ça vient jardiner la surface en permanence. Alors en plus, on a aussi des changements thermiques extrêmes entre le jour et la nuit. Donc ça vient faire une altération vraiment mécanique, en plus d'une altération un peu chimique par ce vent solaire, à la surface, et ça fragmente les roches. Donc au bout de 4,5 milliards d'années, tout est un peu fragmenté et le gros de la surface est recouvert par finalement une couche de matériaux non consolidés sur plusieurs mètres, qu'on appelle typiquement le régolithe lunaire. Donc ça, c'est vraiment aussi une des caractéristiques de notre satellite qui est liée à l'absence d'atmosphère.
Donc c'est pas mal de choses qu'on a appris grâce aux missions, et notamment tout au début à l'exploration Apollo. Et Nicolas va revenir un petit peu sur cette historique qui nous a permis d'en savoir autant finalement en quelques décennies. Merci Jessica pour cette carte d'identité de la Lune et donc toutes les informations qu'on connaît aujourd'hui. Et on va faire un petit saut dans le temps. En effet, en retournant déjà au XVIIe siècle, très rapidement, le temps où les premières observations sont possibles avec les premiers instruments, bien évidemment. Thomas Harriot, anglais, qui dresse une première carte à gauche ici, où on observe déjà des zones sombres, des cratères, on observe des reliefs. La première carte digne de ce nom, on retient plutôt celle de 1645, le Hollandais Van Langeren, qui lui aussi donc dresse une carte déjà assez détaillée. Alors ça, c'est les débuts évidemment de l'observation lunaire, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire un saut dans le temps encore un peu plus important et de retourner au XXe siècle, puisque c'est à ce moment-là, une fois que les observations ont été faites de manière plus détaillée, qu'on peut, grâce aux technologies qui sont mises au point, aller vers la Lune. Et le premier programme important dont on va parler, c'est ce programme que l'URSS met en place. Alors, quand on parle de la Lune et des années 60-70, on pense souvent à Apollo, mais il faut quand même se rappeler que l'URSS est absolument première et pionnière sur un certain nombre de points. Le premier satellite, le premier être humain dans l'espace. Et au niveau de la Lune, c'est pareil. Un certain nombre de dates très importantes, dès 1959, avec ce programme Luna, où dans l'exploration spatiale, on envoie les premiers engins qui vont atteindre le sol lunaire, réaliser les premières photographies de la face cachée, et en 1966, Luna 9, qui est la première sonde à allunir en douceur. C'est déjà un exploit. On est quand même avec des technologies plutôt rudimentaires à l'époque. Le programme Luna continue, Luna 16 1970, ainsi que deux autres missions un peu plus tard, vont permettre aussi de ramener les premiers échantillons. Alors, les premiers échantillons ramenés par les Russes, on parle d'à peu près 326 grammes, donc ce n'est pas des roches extrêmement importantes, mais c'est quand même les premiers échantillons malgré tout. Et puis le premier astromobile que vous voyez ici en bas à droite, pareil dans les années 70. Donc ce programme, c'est 24 sondes envoyées pour étudier la Lune depuis la surface et depuis l'orbite. Et c'est vraiment ce qui a lancé cette compétition technologique au moment où, on le sait, les États-Unis sont aussi en train de préparer les premiers vols habités. Alors, il faut savoir qu'avant d'envoyer les astronautes avec Apollo 11, il y a eu un certain nombre de missions de préparation, bien évidemment, pour aller là aussi observer de plus près notre satellite, le programme Ranger, notamment entre 1961 et 65, une série de sondes qui avait pour objectif de s'écraser sur la Lune pour voir un peu comment était le sol. Et puis, ça permettait d'aller photographier au plus près et d'envoyer des photos de la Lune vers la Terre. Le programme Lunar Orbiter, où on va faire la première photo de la Terre depuis la Lune. On va aussi avoir le programme Surveyor, donc un programme dans les années 66-67, on est quelques années avant Apollo. Ça permet d'aller regarder de plus près où on va envoyer nos fameux astronautes. L'exploit Apollo 11, un premier vol habité, je ne reviens pas dessus, mais c'est là qu'on va commencer à mettre des instruments sur la Lune. On va pouvoir faire de la science, ce qui va commencer à pouvoir se faire grâce à des sismomètres, des spectromètres, des réflecteurs laser, magnétomètres, le tout ayant été amené sur place. Et à l'inverse, on ramène cette fois-ci beaucoup plus d'échantillons. On est à 380 kilos d'échantillons Apollo ramenés durant ces missions entre 69 et 72. 72, c'est la dernière mission Apollo, Apollo 17. Et il a fallu attendre cette dernière mission pour qu'on envoie un scientifique sur la Lune. Avant, on a des pilotes, des ingénieurs, mais la communauté scientifique s'est battue à l'époque pour qu'on envoie un géologue, Harrison Schmitt, qui sera le premier scientifique à explorer la Lune pendant 3 jours et à pouvoir choisir les échantillons à ramener, à pouvoir jouer avec son marteau, comme le font tous les géologues. Et c'est surtout une grande valeur ajoutée d'avoir un œil expert pour ne pas ramener n'importe quel caillou, finalement. Non pas que le reste ait été choisi au hasard, mais c'est quand même extrêmement important de le rappeler. Sur cette petite frise qu'on va détailler un peu plus après, parce que là, vous ne voyez pas grand-chose, on va faire des zooms. Vous voyez, finalement, toutes ces missions
qui, depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui, ont été vers la Lune, autour ou sur la Lune. Donc la période dont on parle, Luna et Apollo, c'est évidemment toute cette période au moment de la guerre froide, où on a une quantité astronomique, permettez-moi le jeu de mots, de sondes, de robots et autres qui sont partis vers la Lune. Donc ça se passe plutôt bien, mais ça s'arrête aussi assez brutalement, puisque Apollo s'arrête et Apollo 18 est un programme qui est finalement abandonné. Je reviens et je zoome un peu. Voilà, Apollo 18 qui sera abandonné notamment à cause de la guerre du Vietnam. Puis finalement, il y a un désintérêt une fois que les missions habitées ont atterri sur place. Donc plus de financement et la NASA abandonne cette affaire-là. Du côté de la Russie, on va jusqu'en 1976 avec ici Luna 24 qui sera, durant cette période-là, la dernière mission à aller sur place. Il faudra attendre quelques années, puisqu'on a sur toute cette période ici une grande traversée du vide. La Lune, on se dit, ok, ça y est, on y est allé, on a ramené quelques échantillons, on a vu, il y a de la poussière, des volcans, des choses intéressantes, bien sûr, mais finalement, c'est assez limité. Donc, traversée du vide, une grande période sans mission, sans financement pour aller vers la Lune, on s'intéresse à autre chose. Il faut attendre les années 90 pour que les premiers programmes de la Lune, vers la Lune, soient à nouveau mis en exergue, avec de nouveaux financements et de nouveaux acteurs. On entre dans une nouvelle période à ce moment-là, on est vraiment sur un changement profond. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les faire dans l'ordre, mais voilà, la mission Clémentine, États-Unis, 1994, est la première qui revient sur place. Puis là, on va pouvoir faire de la science aussi avec des instruments beaucoup plus perfectionnés. Cette mission Clémentine, c'est 73 jours d'observation, 1,8 million de photographies de la Lune. On va faire vraiment une carte globale, haute résolution de la Lune. On a de quoi mesurer la topographie, comprendre la composition de la surface lunaire, mesurer la gravité, le champ magnétique. Ces instruments-là, dans les années 60-70, on n'avait pas des choses aussi perfectionnées. On va donc trouver de nouvelles choses. Petit clin d'œil quand même au programme européen Smart One, ici, lancé en 2006. C'est une des rares tentatives où l'Europe est allée vers la Lune. Voilà, c'est quelque chose d'assez anecdotique pour le souligner, puisque avec cet orbiteur, on va vouloir mesurer la composition chimique du sol, mais finalement, dans tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, l'Europe est assez peu présente. Alors ce changement profond, c'est dans les années fin des années 90-2000, on a vraiment des nouveaux acteurs qui apparaissent. Vous le savez, hein, on a une autre série de nations qui s'intéressent à la question. On verra tout à l'heure pourquoi. L'Inde, la Chine, le Japon, les Émirats arabes unis. Et donc on lance au milieu des années 2000 finalement ce deuxième acte de l'exploration lunaire avec un certain nombre de missions dont on va reparler. Et avant cela, oui, j'ai une petite vidéo pour nous faire rêver un peu et me permettre de boire un verre. Hop. Non, c'est pas ça en entier. Je vais vous la passer à partir de là. Voilà, petit coucher de terre vu depuis la Lune. On est avec la sonde Kaguya qui effleure la surface de la Lune à 100 km d'altitude en 2007. Et qui nous permet d'avoir ce type de paysage. Alors c'est des choses qu'on revoit aujourd'hui avec d'autres missions, mais pour nous montrer un petit peu la diversité des reliefs, des cratères, des montagnes, un petit peu de poésie en ce milieu d'après-midi à Florence. Des vidéos qui sont en ligne, très facilement trouvables. Si vous voulez faire une sieste, je vous propose de les télécharger et de les mettre sur vos tablettes et ordinateurs. Hop, on va partir toujours dans cette période. Alors on est sur les années 2010 avec un pays qui met le paquet vers la Lune. On va en parler un peu plus en détail, c'est la Chine.
Alors la Chine a annoncé très tôt se lancer dans le spatial. Dès la période Mao, il y a une volonté d'investir lourdement dans le spatial, avec l'idée d'envoyer un premier taïkonaute. Ça sera fait en 2003. L'idée de faire une station spatiale, ça a été fait quelques années plus tard. Et puis pour la Lune, pareil, un programme ambitieux dont on entend un peu moins parler, et peut-être un peu moins de résultats scientifiques disponibles, mais la Chine surgit brutalement dans ce paysage des nations qui s'intéressent à la Lune, avec un programme qui s'est finalement construit malgré tout depuis les années 50. Il faut noter aussi que c'est concomitant au déclin de l'URSS, puisqu'il y a eu un certain nombre de matériel, les combinaisons, les vaisseaux Soyouz, etc., qui ont été négociés entre la Chine et l'URSS, ce qui a permis, ou la Russie, ce qui a permis des avancées assez notables de la Chine dans le domaine spatial, vraiment à très grands pas. Donc le programme de retour vers la Lune, c'est un premier succès en 2007 avec la mission Chang'e 1. C'est des orbiteurs, c'est des rovers. On est sur du retour d'échantillons avec Chang'e 5 qui ramène presque 2 kilos d'échantillons en décembre 2020. Et puis, très récemment, le dernier épisode, c'était au mois de juin, Chang'e 6, qui est parti cette fois-ci sur la face cachée de la Lune et qui, là aussi, a prélevé des échantillons et les a ramenés. Alors, on ne sait pas encore combien il y en a, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a progressé, comme vous le voyez, avec à une rapidité vraiment déconcertante. Il faut savoir que les Chinois, quand ils construisent un robot, le font systématiquement en double, au cas où il y aurait un problème. Et donc, ça a permis une avancée assez rapide, puisque finalement, le double du robot a été utilisé pour la mission suivante, en mettant à chaque fois la barre un peu plus haute. Et donc, finalement, les Chinois ont progressé extrêmement rapidement dans cette conquête de la Lune version asiatique. Voilà, sur Chang'e 6, il y a un instrument français, Jessica vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Et donc si, vu du côté chinois, ça a l'air d'être assez facile, 100% de succès quand même, il faut savoir que l'exploration de la Lune pose quand même quelques soucis pour d'autres. Oui, pardon, il y avait cette petite photo en plus. Et donc, sur cette période, on a aussi un certain nombre de missions. Alors, on est sur des dates beaucoup plus proches de nous aujourd'hui. Et comme vous le voyez, c'est souvent le cas dans le spatial. On a des missions annulées, des missions qui échouent, des missions qui sont reportées. Bon, c'est un peu le jeu dans le spatial, ça arrive très souvent, mais c'est quand même tout à fait peu prudent de se baser sur les dates qui sont parfois annoncées par les agences spatiales. Il y a quand même souvent, à part pour les Chinois, une marge de manœuvre à se laisser. Que voulais-je dire ? Hop. Le retour d'échantillons. Les missions qui sont parties vers la Lune sont donc parties principalement vers la face visible. Vous avez ici l'ensemble des sites. Tu peux nous amener la Lune ? Merci Jessica. On a cette... Voilà, merci de cette petite face ici. La Lune est plate, comme vous pouvez vous en rendre compte. Il y a bien deux faces, comme c'est extrêmement connu. Donc la face visible sur laquelle on est allé, mais principalement dans les régions équatoriales. Si on fait le cumul des missions de Luna, surveilleur Apollo, on est principalement par ici. Quelques missions au pôle, plus récemment, pôle Nord, pôle Sud, et uniquement donc 2 missions côté face cachée. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. On a évidemment été au plus simple, au plus efficace, au plus facile. Pourquoi ? Parce que du côté de la face cachée, bien évidemment, communiquer avec un robot, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on se concentre sur la face visible dans un premier temps. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que tout ce qu'on aura observé, ramené de cette période, de cette zone-là, de ces régions équatoriales, est finalement assez homogène. Quand on étudie des échantillons de cette région-là, ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, on observe un peu toujours les mêmes types d'échantillons, et il se peut que ce soit finalement assez peu représentatif de ce qu'on a sur la Lune. C'est un peu le biais avec tout ce qu'on a ramené d'Apollo qui vient quasiment tout du même endroit. Donc, une autre solution pour avoir des informations sur ce qui se passe sur la Lune, ça n'a rien à voir avec l'exploration, là c'est plutôt une loupe et un microscope qu'il faut pour regarder de plus près, c'est les météorites.
météorite, vous le savez, vous avez des morceaux de Lune qui peuvent arriver sur la Terre. On en a un petit bout ici, d'ailleurs, qu'on pourra vous montrer tout à l'heure. Un authentique morceau de météorite. Donc, comme vous le voyez, c'est tout petit. Hein, c'est un petit morceau de Lune, on le sait grâce à la composition qui a été analysée. Et statistiquement, quand des morceaux de Lune sont arrachés suite à un impact et dont on retrouve un petit morceau sur la Terre, il y a des chances que ça vienne d'un peu partout sur la Lune. Donc ça peut être intéressant de se dire, en se disant ça va être plus représentatif. Malgré tout, les météorites lunaires, elles ont quand même fait un petit bout de chemin, elles ont été altérées, et on ne sait pas trop depuis quand elles sont sur la Terre quand on les trouve. Donc ça peut être aussi un biais quand on étudie ce type d'échantillon. C'était la diapo suivante, en fait. Voilà, on a 140 kilos aujourd'hui de météorites lunaires sur Terre, et donc à la date du 26 juillet, il y en a 694 comme celle-là, ou 693 comme celle-là, plus exactement, qui ont été référencées, puisque chacune d'elles est authentifiée. Et tout ça me permet de passer à nouveau la parole à Jessica pour dire... pour une transition sur le fait que finalement sur la Lune, même si on y est déjà allé, même si on a déjà ramené des échantillons, on a encore énormément de choses à apprendre, à comprendre. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent, dont certaines ont été effleurées tout à l'heure. Oui, finalement, le retour de ces missions, en particulier les échantillons, c'est un véritable trésor pour nous autres géologues, puisqu'il y a quand même beaucoup de mesures ou d'expériences où on ne peut pas faire directement sur la Lune. Ça concerne la plupart des mesures isotopiques, par exemple, où on n'a tout simplement pas la précision qu'on peut atteindre en laboratoire. Et donc, outre les échantillons, donc, qui sont très précieux, qu'on est loin d'avoir analysés encore aujourd'hui. Il y a peut-être au moins 50% des échantillons Apollo qui n'ont pas encore été ouverts. On les garde aussi volontairement, comme ça la NASA les distribue au compte-gouttes, tout simplement parce que les techniques analytiques se développent, on fait des choses de plus en plus performantes, et donc aujourd'hui, en refaisant des analyses qui ont été faites dans les années 70, on peut voir d'autres choses. Donc on attend aussi ces développements technologiques ou ces retours de nouveaux échantillons avant d'utiliser, de détruire toute la masse qu'on a ramenée. Alors, outre les échantillons, on a aussi récupéré des centaines de téraoctets de données grâce à tous ces orbiteurs arrivés dans les années 2000-2010. Donc, c'est aussi vraiment un gros avantage pour les scientifiques. J'ai la chance de faire partie des gens qui dépouillent ces données au quotidien, qui essayent vraiment d'interpréter, de corréler différentes sources d'informations. On a des données de composition chimique qui montrent par exemple qu'on a une concentration d'éléments radiogéniques sur la face visible de la Lune, dans la région où justement on a beaucoup de mer en surface. Donc on se dit qu'il y a une distribution assez hétérogène. Et c'est par là qu'on a pris la plupart des échantillons lunaires, d'où ce problème de représentativité dont parlait Nicolas tout à l'heure. On a des données qui sont des données d'ordre plutôt géophysique, la gravité, l'altimétrie. On va avoir aussi de la composition faite par des détecteurs à rayons gamma, des spectromètres à rayons gamma sur les quantités d'hydrogène. On va avoir des données sur les températures, sur la minéralogie, et des images à très très haute résolution. On va jusqu'à 50 cm par pixel sur la Lune. Donc on peut aujourd'hui imaginer les sites Apollo et voir les objets qui ont été laissés sur place depuis l'orbite. Donc toutes ces données nous ont permis de refaire pas mal de découvertes aussi. Alors plus on répond finalement aux questions qu'on pouvait avoir dans les années 70 sur la Lune, plus il y en a des nouvelles un peu qui subviennent. Et donc par exemple, en regardant un peu ces données géophysiques, ici on représente l'épaisseur de croûte sur la face visible et sur la face cachée, on s'aperçoit que ce n'est pas juste visuel cette différence entre les deux hémisphères de la Lune. Il y a une vraie différence dans l'épaisseur de la croûte qui est 2 fois plus épaisse sur la face cachée de la Lune. Alors pourquoi ? Le mystère est encore entier, mais on pense que cette différence viendrait peut-être de cette étape d'océan de magma, quand la Lune était fondue au début de son histoire, où on aurait pu avoir une cristallisation asymétrique, avec une croûte plus épaisse sur la face cachée. Ça veut dire qu'on a peut-être accumulé les radeaux un peu de plagioclase qui commençaient à flotter au-dessus du magma à cause des effets de marée. Peut-être qu'ils les ont poussés sur la face cachée. Une autre proposition, c'est que du côté face visible, la Terre ait fait un peu bouclier thermique. Elle ait empêché l'océan de magma de se refroidir de ce côté-là. Donc ça a cristallisé un peu plus tardivement. Et ça a concentré les éléments aussi radiogéniques, qui sont des éléments incompatibles, ça veut dire qu'ils restent dans le liquide jusqu'au bout, donc les choses qui chauffent. Et c'est pour ça qu'aussi on aurait plus de volcanisme sur cette face visible que cette face cachée.
Pour l'instant, le mystère reste entier. Donc, faut qu'on revoie un petit peu, même si on a ce modèle, ce concept d'océan de magma, c'est pas quelque chose d'homogène et de simple, et les détails sont encore à affiner. Alors, autre chose qui nous intrigue assez, c'est cette proposition, grâce aux données à très haute résolution de la caméra LROC, de volcans récents à la surface de la Lune. Donc, on ne comprend pas encore comment la Lune pourrait être active encore à l'intérieur avec des zones en fusion. Il faudrait vraiment une distribution très hétérogène des éléments radiogéniques. C'est un corps qui est quand même 4 fois plus petit que la Terre. On s'attendrait, d'après les modèles, à ce qu'elle soit complètement refroidie. Donc on ne s'attend pas à avoir des volcans encore à l'heure actuelle. Donc on essaie, pareil, de comprendre un peu le dynamisme, la structure interne de nos traces, aussi d'où viennent les séismes que l'on observe sur la Lune. Certains sont liés aux effets de marée, mais il y en a à plusieurs profondeurs. Il y aurait probablement d'autres effets. Donc en tout cas, ces volcans, ils sont l'âge est très débattu, puisqu'en fait, ce sont des choses on voit la morphologie ici, hein, ça ressemble à des choses un peu mousseuses presque. Et il y a très peu de cratères à la surface. Le cratère, c'est quelque chose qu'on va utiliser, les densités de cratères, pour dire qu'une surface planétaire est ancienne. Donc là, on ne voit pas beaucoup de cratères, on se pense que c'est quelque chose de jeune. D'autres personnes ont quand même proposé que ce ne soit pas un problème d'âge, mais qu'en fait, ce soit plutôt un matériau assez particulier, peut-être assez poreux, qui ne retient pas bien les cratères quand on l'impacte. Il a été proposé que ça puisse être d'anciens lacs de lave, tout simplement. Et on verrait ici un peu les croûtes formées au sommet de ces lacs de lave. Donc on ne sait pas exactement l'âge de ces structures. On a des âges proposés qui sont quand même de seulement à peu près une centaine de milliers d'années. Donc c'est très récent en termes de géologie, bien évidemment. Alors là, je l'ai mis puisqu'il y a eu en juillet cette année pas mal de journalistes qui se sont extasiés sur les réseaux sociaux et dans la presse sur cette image, qui pourtant n'est pas du tout récente. Hein. Vous voyez, elle date de 2010, mais ça a fait le buzz. Hein. Des fois, il y a des choses qui sont reprises comme ça. C'est l'image d'une grotte lunaire. Alors ici, on a une ouverture sur un tunnel de lave, comme on peut en voir un ici, un exemple sur Terre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les agences spatiales pour l'exploration future, notamment parce qu'on imagine pouvoir l'utiliser comme habitat pour les futurs astronautes. C'est pratique, c'est déjà creusé, et on peut se mettre à l'abri des radiations à la surface. Donc c'est quelque chose qui fait un petit peu le buzz et qui est aussi pas mal à l'étude. Notamment, les agences spatiales ont des projets en cours pour essayer de faire descendre des petits mini-robots en rappel à l'intérieur de ces tunnels et aller voir les conditions et si ce serait vraiment des endroits qu'on pourrait aller un petit peu squatter sur la Lune. Mais parmi les plus grosses découvertes de cette décennie, il y en a une qu'on n'a pas pu passer à côté. C'est bien sûr la découverte de glaces d'eau à la surface de la Lune, et en particulier au pôle de la Lune. On voit ici une vue du pôle sud et du pôle nord. Donc vraiment, c'est comme si on regardait la Lune par-dessus ou par-dessous. Avec tous les petits points bleus, sont des détections de glace d'eau faites par spectroscopie dans le visible proche infrarouge. Donc petit rappel à tous ceux qui étaient au fil rouge hier. Et donc on a détecté de la glace d'eau, a priori, dans ces cratères qui sont au pôle de la Lune. Comment c'est possible ? Je vous l'ai dit, la journée, on monte jusqu'à plus 120 degrés sur la Lune quand on est au Soleil. Sauf qu'avec la géométrie, au pôle de la Lune, elle est très peu inclinée, à peu près une inclinaison de 5 degrés. Donc on arrive à avoir des cratères qui se situent au pôle de la Lune qui, en fait, grâce à leur topographie, ne reçoivent jamais les rayons du Soleil. Et le fond de ces cratères est en permanence dans l'ombre. Il y fait extrêmement froid. On peut descendre à moins 230 degrés Celsius. Et donc c'est suffisamment froid et stable, a priori, pour avoir piégé et accumulé des éléments volatiles sous forme solide au cours du temps depuis au moins 4 milliards d'années. Donc on pense que ces régions sont des endroits qui ont pu accumuler notamment de l'eau sous forme solide depuis un certain temps. Alors, problème, je vous ai dit qu'on avait un spectro-imageur qui s'appelle M-Cube, qui est un instrument américain sur la mission indienne Chandrayaan 1, qui a détecté cette glace, c'était en 2018 au pôle sud de la Lune. Mais on a d'autres instruments aussi qu'on regardait. Alors, par exemple, avec les spectromètres à neutrons, on arrive à avoir des signatures d'hydrogène assez fortes, et ça, c'était encore un peu antérieur, ça a commencé début des années 2000, où on soupçonne aussi la présence d'eau. Pas forcément au même endroit que l'autre instrument, mais il faut dire qu'on n'a pas les mêmes résolutions spatiales.
on n'utilise pas aussi les mêmes techniques qui ne sont pas sensibles à la même profondeur, on ne mesure pas exactement les mêmes choses. Mais on a aussi des instruments qui sont allés regarder directement. Ici, la caméra de la sonde japonaise Selene, qui a été regardée au fond du cratère de Shackleton, qui est vraiment juste à côté du pôle sud, qui s'est dit, là, il y a des super détections de glace, je vais aller voir ces lentilles de glace de plus près. Donc, on trafique un peu sur la caméra pour faire un temps d'exposition très long, puisqu'on est dans un cratère en permanence dans l'ombre, essayer de voir quelque chose, et puis là, rien du tout. Pas de gros glaciers, de choses de très fort albédo, de grosses lentilles de glace très visibles. Donc, une petite déception pour les Japonais. Et ce qu'on pense, c'est que si cette eau elle est présente, finalement, elle est peut-être un peu enfouie dans le sol ou mélangée très finement au régolithe lunaire, ce qui fait que du coup, il ne faut pas s'attendre à avoir des grosses lentilles de glace. Alors, on a quand même beaucoup de problèmes de contradiction aujourd'hui, suivant les types de données qu'on regarde, sur la quantité, la distribution de cette glace d'eau au pôle sud de la Lune. On a quand même pas mal de preuves qu'a priori, il y en aurait. Mais l'étape suivante, c'est vraiment d'aller vérifier sur place avec des robots. Alors, d'où viendrait cette eau à la surface de la Lune? Bonne question, puisque si on s'est formé par un impact géant, on imagine, et qu'on était fondu au début de l'histoire de la Lune, on imagine des conditions assez extrêmes. On pense que l'eau a probablement en grande partie été apportée après. Donc, une source possible, c'est le vent solaire qui vient implanter des protons à la surface de la Lune. Et on le sait aussi grâce toujours à cet instrument M-Cube sur la sonde Chandrayaan 1, qui a mesuré des bandes d'absorption qui correspondent à de l'hydroxyle partout, à toutes les latitudes à la surface de la Lune. Et du coup, on pense que c'est vraiment des gros OH qui sont implantés par le vent solaire qui bombarde constamment la surface lunaire. Alors, il y a d'autres sources possibles pour apporter de l'eau sur la Lune. Comme pour la Terre, ça peut être aussi des impacts de météorites et de comètes, tout simplement. Et puis, un troisième moyen d'apporter cette eau à la surface, ça peut être le dégazage volcanique. Dans ce cas, ça veut dire que l'eau elle est à l'intérieur de la Lune. Donc, il y a de l'eau dans le manteau lunaire, ce qui a pendant très longtemps été débattu, puisqu'on pensait que la Lune s'était complètement formée à sec de par sa formation par un impact géant. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, puisque dans les échantillons Apollo réanalysés récemment, ou dans les échantillons Chang'e 5, qui ont été analysés aussi ces dernières années, on a quelques dizaines à quelques centaines de ppm d'eau, piégés par exemple dans des verres volcaniques, donc des produits qui sortent du manteau de la Lune. Et donc c'est vraiment de l'eau qui vient de l'intérieur de la Lune, qui est dégazée par ces événements volcaniques. Donc on a plusieurs sources possibles, c'est probablement une combinaison d'ailleurs de plusieurs mécanismes qui a apporté cette eau. Ensuite, on ne comprend pas bien encore comment elle a fait pour migrer, s'accumuler, mais dans ces régions sombres. Mais c'est les endroits où, a priori, elle y est le plus stable sous forme de glace. Alors, les découvertes continuent. Je vous en ai cité quelques-unes avec les données qu'on a, les échantillons qu'on analyse. En voici d'autres qui sont relativement récentes. Alors, aussi bien dans l'analyse des échantillons, là, il y en a aussi beaucoup qui ont été réouverts pour les 50 ans de chacune des missions Apollo. Il y a de nouveaux échantillons qui ont été ouverts. On continue à faire des découvertes. Dans des échantillons de la mission Apollo 14, on aurait trouvé une météorite terrestre qui a été éjectée sur la Lune et qu'on a ramenée sur Terre. C'est pas mal quand même d'être allé la rechercher. Et ça en ferait la plus vieille roche terrestre, puisqu'elle aurait plus de 4 milliards d'années. Et des roches de 4 milliards d'années sur Terre, il n'y en a plus à cause de la tectonique des plaques. Alors il y en a quelques-unes, mais bien déformées par le métamorphisme, bien altérées. On a aussi les robots qui font de belles découvertes. Ici, vous voyez Chang'e 4, le robot chinois, le premier sur la face cachée de la Lune. Alors, il s'est posé dans le grand bassin d'impact de South Pole Aitken et il a étudié des roches qui pourraient provenir du manteau lunaire, qui auraient pu être ramenées à la surface par ce grand impact. Mais il a aussi trouvé des petites choses un peu atypiques, comme cette petite bille ici à la surface de la Lune. Alors, ce n'est pas des petits sélénites qui est en train de faire une partie. Ce serait a priori une petite bille d'impact, du verre d'impact, ici. Donc, très sympathique, c'est à peu près centimétrique. On n'avait encore jamais vu ça. D'autres découvertes faites par les satellites, ce coup-ci, des détections d'hématite au pôle nord et au pôle sud de la Lune sur la face visible. La Lune serait en train de rouiller à cause de la Terre.
Ce serait le champ magnétique terrestre qui envoie de l'oxygène vers les pôles de la Lune et qui la ferait rouiller en surface. Donc, découverte assez surprenante. Donc pas mal de découvertes avec toutes ces missions, et je vous rassure, on a encore beaucoup de données à dépouiller, de quoi s'occuper bien après la retraite encore, donc un peu de temps. Et on va en accumuler de nouvelles avec un peu de chance, puisqu'on a pas mal de missions qui arrivent, on l'a dit, il y a pas mal de nations qui se motivent pour l'exploration lunaire. Les Américains qui comptent répondre aux Chinois, au succès chinois récent, et donc on va voir un peu ce que nous réserve la suite. Merci Jessica. 1, 2, 3. Merci Jessica pour ces explications sur ce qu'on déduit finalement de tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on fait comme découverte, qui amène à chaque fois de nouvelles questions. Quand on découvre de la glace d'eau, finalement l'intérêt pour la Lune d'un coup est aussi beaucoup plus important, puisque quand on va parler de mission habitée, cette glace pourrait être une ressource intéressante. Les Américains, avec d'autres, travaille sur le programme Artemis. On a parlé du programme chinois juste avant, programme chinois robotisé qui s'est très bien déroulé jusque-là et qui inquiète quelque part les Américains, il ne faut pas se le cacher. La Chine risque de réussir à retourner sur la Lune avant eux, à la vitesse à laquelle ils vont. Donc une sorte de domination du secteur spatial qui est vraiment très ancré dans l'esprit américain. Et donc un programme qui a été mis en œuvre qui s'appelle Artemis. On en a déjà un tout petit peu parlé. Un programme qui est vraiment un programme de long terme avec des premières missions de préparation de nature un petit peu différente. Une première mission Artemis 1 qui a eu lieu, on l'a dit tout à l'heure, en novembre 2022 avec une capsule Orion qui a été faire le tour de la Lune. Ça ne paraît pas grand-chose puisqu'on y est déjà allé, mais mine de rien, il y avait quand même un certain nombre de technologies à remettre au point pour réussir cette exploration et ce lancement. Et puis un certain nombre de programmes pour la suite, avec Artemis 2, Artemis 3, on va en reparler. Donc pour retourner sur la Lune, les Américains ont besoin d'alliés. Ils s'associent à d'autres pays, ils s'associent au Canada, ils s'associent à l'Europe, mais ils s'associent aussi au secteur privé. Ça, c'est un des grands changements dans le domaine spatial. Vous le savez, on a des acteurs un peu nouveaux qui sont apparus ces dernières années. Et donc on a une logique finalement de ce type d'exploration qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir ou ce qu'on a eu l'habitude de voir un petit peu avant. Donc Artemis 2, pour l'instant programmée en 2025, avec une première mission habitée qui, pour la première fois depuis 1972, va renvoyer des êtres humains, non pas sur la Lune, mais vers la Lune. On va quand même les envoyer là-bas derrière, on va passer 10 000 km derrière la Lune. Ça fera quand même pas loin de 60 ans qu'on n'est pas allé aussi loin dans l'espace, même si aujourd'hui, aller dans l'espace, dans la Station spatiale internationale, peut paraître banal. Retourner derrière la Lune tel qu'on va le faire avec Artemis 2, c'est pas quelque chose de si simple que ça. Donc les 4 astronautes sont déjà sélectionnés pour cette mission-là. Il y a 3 Américains, il y a un Canadien, c'est lié au partenariat qui existe entre les pays pour la collaboration, pour la mise au point de ces missions. Et donc ils feront un vol de 10 jours dans cette même capsule Orion que celle qui a fait le tour à vide en novembre 2022. Dans Artemis, on a aussi cette station qui est une station spatiale lunaire cette fois. Alors, je parlais à l'instant de la Station spatiale internationale. Elle est vieillissante. Elle a plus de 20 ans, elle est aujourd'hui en phase de déclin, même s'il s'y passe encore beaucoup de choses. Il y a quand même pas mal de choses à régler. Et donc cette vieille machine finira par être désintégrée dans le Pacifique, comme ça a été le cas pour d'autres stations ou modules équivalents. Donc la Station spatiale internationale, elle ne va pas être remplacée. Dans Artemis, on a ce programme de station spatiale lunaire, beaucoup plus petite, on est sur quelque chose qui est à peu près 6 fois plus petit que l'ISS, avec 2 modules, un module d'habitation qui se cache par là, au niveau central, et un module de propulsion et un module d'énergie qui finalement seront les premiers éléments assemblés. Pour l'instant, on parle de 2026.
Voilà, encore une fois, il faut prendre ces dates avec une très grande prudence, même si tout ça est en préparation, on l'a bien compris. Contexte international, contexte économique, géopolitique, tout ce que vous voulez, la collaboration entre les agences et entre les différents acteurs qu'il y a autour de cette diapositive, acteurs du public et du privé, c'est quelque chose de complexe. Mais si tout finit par se faire, on aura bien une station qui permettra d'avoir une sorte de base lunaire, finalement, mais en orbite autour de la Lune. Alors pourquoi ? Parce que finalement, c'est beaucoup plus simple d'imaginer des allers-retours vers la station spatiale lunaire, puis des allers-retours du sol à la station, donc de faire le voyage finalement en 2 fois, plutôt que d'atterrir directement, d'en repartir. Voilà. Cette station spatiale ne devrait pas être habitée en permanence, comme c'est le cas pour l'ISS, mais devrait quand même, pour une paire d'années, être l'endroit de passage obligatoire pour aller vers la Lune. Donc Artemis, il y a un certain nombre de phases, je ne vais pas tout détailler, mais tout ça pour vous dire que ça s'inscrit dans quelque chose quand même d'assez ambitieux, de complexe, qui s'articule étroitement avec la partie scientifique. On le disait à l'instant, on fait aussi des découvertes et des recherches qui nous permettent d'analyser et finalement les meilleurs sites sur lesquels on pourrait renvoyer à nouveau des êtres humains. On parlait du pôle sud et de la glace. C'est évidemment quelque chose qui est extrêmement ciblé aujourd'hui, puisque cette glace va pouvoir être une ressource extrêmement importante pour les astronautes, puisque l'idée, c'est que les séjours qu'on fera sur la Lune dans le futur ne seront pas des séjours très courts de quelques jours, comme ça a été le cas pour Apollo, mais des séjours un peu plus longs. Séjours un peu plus longs, ça implique aussi un habitat sur place, plutôt par là, voilà, avec des éléments qui permettent évidemment de vivre sur place, d'être protégés. Et donc, tout ça, c'est des choses qui doivent être anticipées sur du très long terme. Alors, tout ça a déjà commencé d'une certaine manière, avec un certain nombre de missions qui, certaines donc, ont déjà eu lieu. Je vais en reparler dans un instant. Vous voyez à chaque fois ici le nom d'entreprises qui sont associées à la NASA. En fait, la NASA a fait tout simplement un appel d'offres pour travailler avec des entreprises capables de faire du fret, de la logistique, des vaisseaux, de l'habitat lunaire. Voilà, c'est vraiment une autre manière de travailler. Plutôt que de tout faire en interne, on est sur une logique économique complètement différente, mais qui réserve aussi quelques surprises, puisqu'on veut optimiser les coûts, on veut faire concevoir un certain nombre de choses par d'autres, et ce n'est pas forcément extrêmement facile, puisque cette sous-traitance implique aussi un certain nombre de problèmes. Les problèmes qu'on rencontre quand on regarde très récemment ce robot Peregrine 2024. On est sur un premier vol avec 90 kg d'instruments le 8 janvier cette année. Ce vol qui est bien parti, mais qui avait un problème de propulsion et qui n'a pas pu être dirigé vers la Lune. Donc il a fini dans le Pacifique, tac, un atterrisseur de perdu. Ça, c'est fait. Odysseus par Intuitive Machines qui est ici, qui est bien arrivé jusqu'à la Lune, lui, mais qui est arrivé de travers. Voilà, pas de chance. Le programme Viper, que je ne vois pas sur cette diapo, je crois que c'est sur la suivante. Voilà. Qui non seulement, c'est même pas de retard, puisqu'en juillet, ça date d'il y a quelques jours, ce programme a tout simplement été annulé. Il y avait eu quand même 800 millions de dollars dépensés pour ce rover. Donc il y a des bouts de programme comme ça, tout est une espèce d'assemblage, un grand puzzle qui constitue l'ensemble de ces missions Artemis. Rien n'est simple, il y a des choses qui atterrissent de travers, des choses qui ne vont pas jusqu'à la Lune, des choses qui sont annulées. Donc c'est pas extrêmement facile. Pour rappel, il n'y a pas que les Américains, donc on l'a dit tout à l'heure, qui partent vers la Lune. La Russie, après Luna 24, pour rappel, c'était en 1976, a malgré tout continué avec un grand vide là aussi, a envoyé un robot vers la Lune. On est en août 2023, mais il s'est à nouveau écrasé. Et puis d'autres exemples avec les Émirats arabes unis qui se lancent dans un programme très ambitieux d'exploration de la Lune et de Mars, avec ce robot, Rachid, qui est parti en fin 2022 sur un parcours un peu plus long pour aller jusqu'à la Lune, et qui en avril 2023 malheureusement s'est crashé sur place. Enfin, c'est plutôt son atterrisseur qui s'est crashé avec le robot à l'intérieur. Voilà, Jessica nous en reparlera un petit peu puisqu'elle a travaillé sur cette mission.
Un petit mot sur SLIM, cette mission aussi extrêmement récente envoyée par les Japonais. Donc là encore, c'est une photo qui a été faite sur place, mais il s'est posé la tête à l'envers. Pas de chance. Alors ça nous a permis... Alors il a juste avant d'atterrir, lâché des petits robots qui sont partis se poser à côté, d'où cette photo. Cette photo qui a été faite sur le sol à quelques mètres, et donc qui a permis de voir que la société, la mission SLIM n'a pas non plus réussi à faire un atterrissage correct. Malgré tout, il y a un succès intéressant à cette mission-là. On parlait tout à l'heure d'ellipses d'atterrissage, etc. Quand on va sur Mars ou sur la Lune, souvent, on vise assez large. On est à quelques kilomètres, dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres près, des fois. Le but de cette mission, c'était de se poser avec précision. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'il s'est posé avec précision à peu près là où il devait aller. Toutefois, il s'est posé à l'envers. Bon, pas de chance. Ça arrive. En tout cas, on prend les bons côtés de cette mission qui a atterri à l'envers, mais qui, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, a continué malgré tout à communiquer avec la Terre et à envoyer des informations. Donc, on en a fait quand même un certain nombre de choses. Et donc, on apprend toujours des choses, même quand une mission arrive la tête à l'envers. Et je te passe la parole. Oui, SLIM ne s'est pas posé n'importe où, c'est assez intéressant parce que la mission s'est posée sur les états de ce tout petit cratère qu'on appelle Scioli, qui fait 280 mètres de diamètre, qui est assez jeune, 1 million d'années. Et du coup, il a remonté des rochers à la surface sur le régolithe. Donc on va pouvoir analyser des roches. Et Scioli est lui-même sur ce qu'on appelle la couverture d'éjecta du cratère Théophilus, donc le matériel qui a été vraiment excavé par l'impact de Théophilus, qui est lui-même sur les bords de Nectaris. Alors là, on creuse et on recreuse avec 3 cratères successifs. Donc avec un tout petit peu de gymnastique de l'esprit, puisque je vous rappelle que notre mission, malheureusement, a la tête à l'envers. On retourne les images des caméras, et là, on arrive à voir les rochers qui ont été analysés par les caméras optiques, mais aussi les caméras spectrales de la mission SLIM. Alors, c'est des résultats vraiment tout récents. J'ai vu ça à une conférence au Japon en juin, puisque c'est même pas encore publié. Mais donc, ils ont commencé à analyser ces rochers et ils retrouvent notamment des signatures d'olivines. Ils pensent que ce sont des basaltes à olivines de marée Nectaris qui sont excavés ici par le cratère Scioli. Mais pour la petite anecdote, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un basalte à olivine, ce n'est pas très grave, c'est des morceaux en fait, de la mer lunaire. C'est surtout que ces rochers se sont amusés à les nommer avec des noms de races de chiens. Donc moi, je trouve ça assez très drôle. Et j'espère lire plein de publications sur les rochers Labrador, Bulldog, Saint-Bernard et autres de la Lune. Alors, il y a eu aussi, parmi toutes ces missions, depuis août 2023, là, on a vraiment multiplié les missions, plutôt des échecs, mais aussi une très très belle revanche et un beau succès des Indiens, avec la mission Chandrayaan 3. Alors, il faut savoir qu'ils s'étaient écrasés à la surface de la Lune avec Chandrayaan 2 en 2019. Et donc, ils ont essayé d'apprendre de leurs erreurs, essayé de comprendre ce qui s'était mal passé au moment de l'alunissage. Et ils sont retournés 4 ans plus tard au même endroit, avec le même atterrisseur, le même robot, tout revisité. Et ce coup-ci, ils ont réussi, ils se sont posés ici. Alors, dans la presse, on parlait beaucoup du pôle sud. Bon, ils sont à 69 degrés de latitude, donc vous êtes entre l'Islande et le Groenland, par exemple, sur Terre, vous n'êtes pas encore au pôle Nord. Donc, pas tout à fait au pôle sud, mais disons assez haute latitude dans l'hémisphère sud. Et ils ont réussi à sortir leur petit robot de cet atterrisseur, à parcourir une centaine de mètres. C'est un robot qui a vécu seulement 14 jours. Il est sur panneau solaire, donc une fois que la nuit est tombée sur la Lune, il s'est gentiment endormi. Mais en tout cas, une belle revanche pour l'agence spatiale indienne, qui prépare la suite avec Chandrayaan 4, avec des missions au pôle Sud, comme un peu tout le monde, notamment en collaboration avec la JAXA. Alors vous allez me dire, que fait la France dans tout ça? Où est-ce qu'on est? Alors on est là, à travers l'Agence spatiale européenne, bien évidemment. Alors vous l'avez vu, c'est timide, l'Europe et l'exploration de la Lune. On a eu un orbiteur de 2003 à 2006, Mars One. C'était plutôt une démonstration technologique, c'était le test de la propulsion de Bepi Colombo, la mission qui fait route vers Mercure, test aussi de navigation, de communication. Les objectifs scientifiques étaient vraiment secondaires sur cette mission. Et puis depuis, l'Europe a eu la bonne idée de s'associer à la Russie sur Luna 25, Luna 27.
Bon, alors c'était bien évidemment avant le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont pris la caméra européenne sur Luna 25, ils l'ont démontée, ils l'ont jetée dans la poubelle, et on n'est plus sur Luna 27, il n'est plus question de travailler avec eux. Donc l'Europe se console avec un programme, un projet, ça n'est pas encore financé, de construire un atterrisseur pour transporter des charges jusqu'à 1 tonne sur la Lune. Donc d'essayer de développer un atterrisseur qu'on pourrait utiliser plusieurs fois pour des missions cargo, par exemple en soutien aux missions Apollo. Ouais, j'aimerais bien, Artemis. Donc c'est cet atterrisseur qu'ils appellent Argonaut, donc, qui est à l'étude. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas financé, mais voilà, si c'était soutenu par les pays européens pour un financement, ce serait quelque chose qui pourrait être mis en service début des années 2030 pour apporter aussi bien des missions, des robots, que du fret à la surface de la Lune. Alors, la France se débrouille quand même en dehors de l'ESA pour s'impliquer sur d'autres missions. J'ai eu la chance de travailler sur ce robot que vous pouvez voir ici qui s'appelle Rachid, qui est un robot de la mission lunaire des Émirats arabes unis, équipé de capteurs français un petit peu partout. Alors, il y avait 2 caméras panoramiques françaises sur la tête et à l'arrière du robot, et une caméra microscopique qu'on ne voit pas ici à l'avant qui pointait vers le sol pour étudier un peu les textures du régolithe. Donc tout ça avait été construit par le CNES, et donc ils avaient sélectionné 3 scientifiques françaises, 3 femmes, pour travailler sur les données acquises par les caméras pendant la mission. Donc on a participé au test des caméras, aux répétitions des opérations. On était censé piloter le robot, donc on a appris à piloter. On s'est entraîné en le mettant dans le désert à Dubaï. Malheureusement, il s'est écrasé, comme vous l'avez entendu. Alors, pas à cause du robot, mais c'était la toute première mission commerciale vers la Lune avec l'entreprise japonaise iSpace. Et on a été jusqu'à la Lune, mais ils ont mal géré la phase d'alunissage. Et donc, ça a tourné un petit peu court pour nous. Alors, ça a été un peu difficile, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on prépare la suite. On va aussi avoir notre revanche avec Rachid. Alors, en plus de travailler donc sur le pilotage du robot, sur le test des instruments, le développement un peu des objectifs scientifiques de la mission, pour lequel vraiment les Émirats nous avaient donné carte blanche parce que ils n'ont pas de géologue lunaire. Vraiment, c'était la conception du robot. Ils nous avaient aussi laissé la responsabilité de choisir le site d'alunissage de Rachid, donc qui avait été choisi à mon institut au CRPG de Nancy. Et donc on visait comme site principal le cratère d'Atlas que vous voyez ici, donc, qui est un cratère absolument magnifique. On est sur 87 km de diamètre, parce que c'est un cratère à sol fracturé. Et donc on l'a vu dans la présentation de David Baratous, en général c'est un témoin donc d'une intrusion magmatique en profondeur qui est venue un peu soulever le sol du cratère et qui l'a fait craqueler en surface. Et le long de certaines de ces fractures, on voit 2 patchs noirs ici, au nord et au sud du cratère, qui sont des dépôts pyroclastiques. Donc il y a eu des fontaines de lave qui sont venues déposer peut-être du verre volcanique, des cendres dans ce cratère. On est aussi sur un cratère qui est mis en place dans les terres lunaires, donc avec un sol qui est un petit peu différent de ce qu'on a pu explorer avec la plupart des missions Apollo. Alors ça n'a pas marché, mais ça a été un travail quand même vraiment très intéressant, un petit travail de fourmi qu'on a fait avec ma collègue Evelyne Fury et mon étudiante Marine Joulot au CRPG de Nancy, de d'abord calculer les meilleurs endroits pour se poser. On a fait beaucoup d'études de terrain, il faut regarder les modèles numériques de terrain, la topographie à très fine résolution. On cherche des endroits assez plats, dénués de rochers, où il n'y a pas trop de cratères. Alors, des cratères, il y en a partout sur la Lune. Donc, en vrai, il a aussi fallu qu'on fasse un inventaire très fin de chaque rocher présent dans notre ellipse d'atterrissage, qu'on donne la taille, les coordonnées à l'entreprise iSpace qui gérait l'alunissage. Et puis, outre le travail un peu sur les aspects plutôt techniques, donc vraiment de placement de l'ellipse, de sélection du site, bien sûr, on a essayé de maximiser le retour scientifique. Donc, on avait essayé de placer notre ellipse à un endroit où on s'entendait avoir une diversité de roches à partir des données de spectroscopie. On avait fait tout un travail de caractérisation géologique en amont, d'essayer vraiment de comprendre le contexte dans lequel on allait prendre les images sur place. Et j'ai même, pour les astrophysiciens dans la salle, rajouté quelques petites équations sur la modélisation qu'on a faite pour aussi calculer la profondeur de cette intrusion magmatique qui est venue soulever, déformer le sol du cratère Atlas.
Alors, je vais devoir m'arrêter ici pour Atlas, parce que sinon Nicolas va commencer à me mettre des coups de coude, parce qu'il dit que mes diapositives deviennent difficiles à un moment. Mais voilà, c'était une belle contribution française, et on sera de retour sur le devant de la scène avec notre revanche, avec Rachid 2 et Rachid 3 qui se préparent. Alors, en attendant, cette année, il y a eu un autre succès français, notamment avec une équipe portée par l'IRAP de Toulouse, qui a placé un spectromètre alpha nommé Dorn à bord de la mission Chang'e 6. Et donc cette mission, vous l'avez entendu, s'est posée sur la Lune avec succès début juin. Donc c'est une collaboration avec la Chine. Et avant le retour de l'échantillon, le prélèvement, on a allumé le détecteur de particules alpha pour mesurer les émissions de radon à la surface de la Lune, et dans le but d'essayer de comprendre aussi le dégazage de manière générale, comment les gaz sortent de la vitesse de la Lune, à quel rythme. Et donc tout ça, l'analyse des données vraiment est en cours, mais Dorn a pu faire des mesures en orbite avant de se poser, des mesures pendant presque une journée sur place, avant le retour des échantillons de Chang'e 6, avant qu'il ait fini ses petits prélèvements. On va entendre parler de la France sur la Lune, puisqu'il y a un sismomètre français, FSS, qui va être embarqué sur une des missions commerciales américaines, en 2025 normalement, mais comme on vous l'a dit, les dates, c'est un petit peu le bazar. Et donc un sismomètre développé par l'IPGP, qui est un peu une réadaptation de l'instrument de InSight sur Mars. Donc c'est tout pour la France, mais c'est déjà pas mal. On essaye de tirer notre épingle du jeu, nous les scientifiques en tout cas, en participant à d'autres missions. Et puis je pense que on nous reverra dans d'autres projets, puisque vous allez le voir, il y a encore des choses très ambitieuses dans les tuyaux pour la Lune. Merci. Et donc on va terminer en parlant un petit peu du futur, là aussi pour rêver un petit peu. C'est ça que je veux. Voilà, et vous précisez un petit peu ce qui est programmé. On a parlé de la Chine et à l'instant de Chang'e 6. Encore une fois, tout ça s'inscrit dans un programme chinois extrêmement ambitieux, avec l'objectif d'avoir un taïkonaute sur la Lune en 2029. C'est dans pas très longtemps. Comme je vous l'ai dit, ils ont franchi les étapes les unes après les autres tranquillement, et tout s'est bien passé jusque-là. Donc il est possible qu'on ait, avant la fin de la décennie, un Chinois sur la Lune. Pour cela, il y a encore des missions en préparation, donc Chang'e 7, Chang'e 8, avec l'idée d'aller regarder un peu comment exploiter les ressources in situ, faire de l'impression 3D, préparer petit à petit tout ce qu'on a vu avec l'idée d'une base lunaire. Alors pourquoi 2029, petite parenthèse? C'est les 80 ans du Parti communiste. Donc, à mon avis, ils tiennent un petit peu à cette date et à cet anniversaire. Donc, il est très probable qu'ils mettent les moyens extrêmement importants pour que les choses se déroulent comme ils l'ont prévu. Cette partie du programme chinois s'intègre dans un programme un peu plus global, finalement, avec l'International Lunar Research Station. Donc, on est vraiment sur l'idée d'aller implanter une station sur la Lune. Collaboration qui se fait, comme vous le voyez, avec l'agence russe Roscosmos, mais aussi d'autres pays, Venezuela, Afrique du Sud, Égypte, la Turquie qui a signé il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà un premier groupe de pays extrêmement investis dans cette exploration de la Lune habitée, qu'on met en face finalement d'Artemis et de cette mission qu'on évoquait, où les États-Unis, l'Europe, l'Australie, l'Inde notamment, voilà, travaillent autour de cette reconquête de la Lune. Alors c'est extrêmement important. Enfin, dans ce contexte, on voit bien qu'on a deux blocs, deux approches et des méthodes différentes, mais c'est ce qui relance ces dernières années, évidemment, cette course à la Lune, sachant qu'encore une fois, on va aller viser le pôle sud principalement. On a vu qu'il y avait de la glace d'eau, donc le pôle sud est scruté sous tous ses angles, avec l'idée que cette glace fasse partie des ressources finalement qu'on va chercher. Ressources sur la Lune qui n'est pas la seule, puisque l'idée c'est comme je l'évoquais à l'instant, avec des tests sur de l'impression 3D. Alors quand on dit impression 3D, c'est l'idée d'utiliser le régolithe lunaire comme matériau, matière première finalement, pour construire des habitations, par exemple. Dans ce régolithe, on va pouvoir aller chercher des choses, et on parle aussi de l'hélium 3, mais ça c'est vraiment c'est vraiment de la science-fiction pour l'instant. Il se peut qu'il y ait de l'hélium 3 à la surface de la Lune en quantité suffisante. C'est des choses qui pourraient être utilisées pour la fusion nucléaire sur Terre.
Bref, il suffit de dire ça pour qu'il y ait des nations et des entreprises qui investissent fortement dans ce type d'activité. À plus court terme, donc utiliser le régolithe, utiliser la glace d'eau, ça fait partie évidemment des choses, mais il faut aussi produire de l'oxygène. Il faut aussi avoir des sources d'énergie suffisantes finalement pour qu'une base lunaire un peu pérenne puisse vivre en toute autonomie. On ne va pas faire des allers-retours toutes les semaines non plus. Donc pour ça, on fait des expérimentations, on fait des tests, on fait des choses qui se déroulent sur Terre ou dans l'espace. Un petit mot sur le programme de Moon Village, donc de l'Agence spatiale européenne. Alors ça date de 2016, on est sur des choses qui datent un peu, comme vous l'avez compris, et tout est remis en question tellement souvent que c'est difficile de se projeter. Mais on avait dans ce programme annoncé en 2016 une base lunaire extrêmement importante avec l'objectif là aussi de construire des habitats. Alors il y a ces dômes gonflables qui sont dans les projets, dans les tuyaux, des dômes gonflables qui seraient doublés ensuite de dômes de régolithe, donc en utilisant l'aggloméré finalement local produit grâce à des ressources qui sont sur place. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en projet. Comme vous l'avez compris, beaucoup de recherches grâce à ce qu'on a trouvé, grâce à ce qu'on fait comme découverte jour après jour, parce que finalement, vivre sur la Lune, voilà, on ne sait pas vivre sur la Lune. Encore une fois, on y est allé de manière très courte. Aujourd'hui, on sait vivre là, dans la Station spatiale internationale. C'est tout près, c'est provisoire, on peut revenir sur Terre quand on veut. Le jour où on envoie des gens sur la Lune, ou plus tard, encore plus loin, ça ne va pas être simple, et on sait que le corps humain dans l'espace n'est pas à son meilleur niveau. C'est évident qu'on est fait pour vivre sur le plancher des vaches. Donc quand on vit en l'absence de gravité durant un voyage un peu long, ou sur la Lune dans des conditions un peu particulières, il faut non seulement, évidemment, produire de l'oxygène pour pouvoir respirer, mais aussi se protéger du rayonnement solaire, du rayonnement cosmique, des températures très chaudes, très froides, etc., de la poussière lunaire. Le régolithe est aussi extrêmement abrasif. Donc, c'est des choses dont il faudra se protéger. Donc, toutes les expériences qu'on fait aujourd'hui dans la Station spatiale internationale et les premières expériences qu'on fait sur la Lune permettent de préparer ces missions humaines avec des projets parfois un peu insolites. On a parlé d'impression 3D. Voilà, vous avez toute une série d'images comme ça, un peu futuristes, qu'on peut trouver, où on voit de l'impression 3D à partir des ressources lunaires. Du poisson, donc ça c'est une étude Yves Remer et des collègues de l'Université de Lorraine qui étudient des œufs de bar qu'on pourra, pourquoi pas, manger sur place, puisque en emmenant des œufs, on voit qu'ils résistent au voyage en fusée, on voit qu'ils résistent à l'absence de gravité, on observe leur comportement, leur développement, et ça pourrait finalement faire des formes de nourriture pour éviter d'amener de la nourriture sur place, mais en produire aussi localement. On le fait aussi avec des salades, des poivrons, des tomates. Une station-service, ça c'est Amazon, je crois, qui prépare ce projet, station-service de l'espace, où, voilà, pour la petite anecdote, l'urine des astronautes qui pourrait être utilisée pour fabriquer une sorte de béton. Alors, ça paraît rigolo, mais c'est très sérieux. Il y a vraiment des études et des vraies recherches scientifiques sur le sujet. En utilisant l'urine et un peu de sang pour l'agglomération, plus de la poussière lunaire, on pourrait fabriquer ces sortes de briques servant à des habitats. Pourquoi pas, l'idée d'être dans une logique de recyclage et surtout d'optimisation, y compris de l'ensemble des déchets qu'on pourrait produire. Tout ça s'inscrit et ça va permettre une sorte d'ouverture finalement dans une exploration qui pourrait être beaucoup plus lointaine. Pourquoi on s'intéresse beaucoup à la Lune aujourd'hui et pourquoi l'investissement est extrêmement fort? Il y a tout ce qu'on a dit sur ce qu'on en connaît, sur les connaissances qu'on peut acquérir sur la formation de la Terre, sur la formation de la Lune, sur construire une base sur place, mais l'idée elle est aussi d'aller plus loin. D'aller vers Mars notamment, Mars qui est cette fois-ci bien plus éloigné, avec un voyage qu'il va falloir anticiper, qui est extrêmement compliqué et qui va générer d'autres problèmes à résoudre. Mais c'est des choses sur lesquelles les Émirats arabes unis, par exemple, se penchent très sérieusement. Donc Rachid n'est que la première étape d'un ambitieux programme d'exploration de la Lune et de Mars, où on annonce mars 2117, donc une date qui ne doit pas être choisie au hasard non plus. J'imagine qu'il doit y avoir un anniversaire ou quelque chose du genre, mais en tout cas un programme ambitieux sur quasiment un siècle d'exploration spatiale par les Émirats arabes unis,
ou par d'autres nations, évidemment, côté américain notamment, avec l'idée d'aller vers Mars. Alors, aller vers Mars, c'est pas forcément pour y habiter en permanence, c'est pas pour coloniser Mars, mais comme on le disait, Mars étant distante de plusieurs dizaines, même centaines de millions de kilomètres, voilà, le voyage dure 6 mois pour y aller, c'est des voyages longs, donc la Lune est un tremplin pour Mars. C'est un terrain d'expérimentation qui va permettre dans les prochaines années de se préparer à des vols dans l'espace plus lointain, à avoir l'ensemble des paramètres, une maîtrise des paramètres de sécurité pour l'ensemble des astronautes, tester la résistance de l'organisme de l'être humain, tester un certain nombre de technologies. Et donc, si on part vers la Lune aujourd'hui, c'est avec l'idée d'aller un peu plus loin plus tard. Mais là, ce sera le sujet d'une autre conférence à Florence ou ailleurs, l'année prochaine ou à un autre moment. Merci à vous, merci pour votre attention.